La Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre du cycle Les Visiteurs du Soir, qui propose des rencontres avec des professionnels du livre et de l'enfance, Christian Marmonnier reçoit l'auteur de bande dessinée Zep. Moi, je l'avoue humblement, ça me faisait quand même doucement rigoler de passer les Zeppelin en intro de cette rencontre avec vous, Zep. Alors, on va peut-être pas commencer les présentations, on aura 1h30 pour le faire, hein, mais on va commencer par dire pourquoi Zep. C'était un peu l'objet de... Alors, pour les gens qui sont en streaming, et vous n'avez pas entendu, c'était un court extrait de l'introduction de Immigrant Song de Led Zeppelin, un album qui date de 1969 et que tu as écouté que vous avez écouté pour la première fois, hein 10 ans après, en 79. En 79 ? Ouais. Bah oui. Ouais, vous aviez 12 ans. J'avais 12 ans. D'accord. Ouais. Et j'étais fan de Led Zeppelin comme plein de gens de mon lycée, et on faisait un petit journal au lycée que je me suis vite retrouvé à faire tout seul, parce que c'était un journal dans lequel il y avait du dessin, des caricatures des profs, un peu de bande dessinée, de temps en temps des extraits de chansons, et qu'on avait appelé Zep, en hommage à Led Zeppelin. Et donc j'ai fait ce journal pendant 2 ans, qui avait une parution assez aléatoire. En fait, c'était juste une grande feuille pliée en deux avec plein de dessins. Et il y avait un seul exemplaire qui tournait dans tout le lycée. Et les élèves mettaient des annotations dedans. Ils mettaient ce qu'ils avaient aimé, ils votaient, il y avait des votes sur les rubriques. C'était le journal du lycée, mais c'était aussi un fanzine, on peut dire. C'était un fanzine, c'était clandestin. C'est-à-dire que c'était pas c'était pas officiel comme publication. Et j'avais fait un numéro un peu anniversaire, je sais plus pour quelle raison, où il y avait une espèce de palmarès de tous les personnages du journal Zep, qui étaient majoritairement des caricatures de profs avec des sobriquets. Et donc les élèves votaient, et ce journal a fini à la direction. Et donc j'ai été convoqué, on m'a dit « Ah, c'est vous Zep !» Et puis depuis, voilà, je signe Zep. Jusque-là, c'était juste le nom du journal. Et il n'y a jamais eu vous avez toujours conservé ce pseudonyme? En fait, tous les pseudonymes qu'on a quand on est enfant, on n'y prête pas garde, on ne décide pas je vais garder ça toute ma vie. Je signais Zep, et puis de fil en aiguille, mes premiers dessins publiés dans la presse, je les ai signés Zep. Et après, j'ai fait mon premier livre, puis après on ne change plus. C'est vrai que quand j'ai commencé à faire des albums aussi avec un trait plus réaliste, je me suis posé la question, je me suis dit tiens, est-ce que je signe avec un autre nom, est-ce que je mets mon vrai nom pour les distinguer des autres? Patronyme, ouais, bien sûr. Puis en fait, je trouve que ça participe au même projet général de dessin, mais je dirais au-delà de ça, même un projet artistique. Quand je fais de la musique, je signe aussi Zep. Là, j'ai écrit une série télé aussi sous Zep, parce que pour moi, ça participe à l'envie de raconter des histoires, et que ce soit par le dessin ou par d'autres moyens. Et donc, il n'y a pas tellement de raisons que je change aujourd'hui de nom, donc j'assume ce sobriquet, même 45 ans après. On va revenir sur l'âge de 12 ans, parce que à l'époque, vous auriez pu aussi bifurquer vers une carrière plus musicale. On va peut-être parler un peu de musique, justement. Bon, je ne sais pas si j'aurais pu, j'en avais envie en tout cas, mais j'ai toujours fait de la musique depuis... Vous auriez pu mettre toute votre énergie que vous avez mise dans le dessin, dans l'accomplissement d'une carrière. Ouais, il y a visiblement moins de soutien de la part de mon entourage pour le faire. Et puis j'aimais beaucoup ça, j'aime toujours ça, hein. Je continue à faire beaucoup de musique et à participer à des albums et à des concerts, enfin les concerts un peu moins ces derniers temps. Mais je crois que fondamentalement, je suis plus quelqu'un qui est fait pour une activité artistique solitaire, comme le dessin, comme la bande dessinée, ça me plaît assez ce truc. Enfin oui et non, parce que vous aimez bien aussi être entouré, vous êtes on peut dire, alors vous ne formez pas des jeunes élèves comme par exemple les auteurs belges ont pu le faire dans les années... à partir des années 50, beaucoup, mais vous aimez bien être entouré d'amis qui dessinent. On l'a bien vu avec l'expérience Cho, par exemple. Alors c'est entouré, c'est un entourage très virtuel, parce qu'en fait, Cho, on était une équipe qui était disséminée un peu partout en Europe, et on travaillait, mais on se voyait peu, on se voyait peut-être 1 ou 2 fois par année, et puis on se voyait dans les festivals, hein, on en parlait tout à l'heure, c'est un peu le moment où les dessinateurs se voient, parce que chacun bosse chez lui. Alors maintenant, j'ai l'impression que sur la nouvelle génération, il y a de nouveau, aussi pour des raisons financières, les gens se mettent ensemble dans des grands ateliers,
Et on a de nouveau des équipes comme ça qui bossent dans l'atelier l'atelier Intel, comme il y a eu... mais c'est plus un grand atelier loué pour des questions, des commodités financières, où chacun fait son job. Il y a plus cette idée très artisanale, très belge en fait, de la bande dessinée avec un maître d'atelier et les autres qui venaient et qui progressivement... d'abord traçaient les cases, faisaient les couleurs, faisaient les crayonnés, dessinaient les décors, dessinaient les personnages. Puis après, quand vraiment ils avaient passé le dernier cap de cette espèce d'adoubement de « j'ai le droit de dessiner les Schtroumpfs », alors ils avaient le droit de faire leur propre série au sein de l'atelier, garder leur table et ils pouvaient partager leur temps entre la série pour laquelle ils étaient engagés comme moines copistes et puis leur propre projet. Il y a beaucoup de gens qui ont démarré comme ça, mais c'est quelque chose qui avait déjà disparu pour ma génération. Moi, quand j'ai commencé, je rêvais de ça, en fait. J'habitais à Genève, j'étais assez loin du monde de la bande dessinée, qui était, en tout cas dans mon esprit, à Bruxelles et un peu à Paris. À l'époque, quand même plus à Bruxelles qu'à Paris, il faut le dire. Je rêvais d'intégrer un atelier comme ça pour apprendre des choses. Donc j'ai écrit... Et vous êtes allé voir aussi des auteurs. J'ai écrit à beaucoup d'auteurs quand j'avais entre 14, 15, 16 ans, comme ça, pour leur demander si je pouvais venir me mettre dans leur atelier, puis travailler avec eux, les assister. Puis tous m'ont dit, mais ça se fait plus du tout. Ça... J'ai la plupart déjà bossé chez eux, et j'ai pas de place. Et puis j'ai pas de boulot à donner à un assistant. Et c'est vrai, moi c'est une question qu'on me pose aujourd'hui souvent, souvent de la part des tout jeunes, des enfants qui dessinent, ou des parents qui m'appellent, qui me disent « mon fils ou ma fille dessine tout le temps, elle rêve de faire de la bande dessinée, est-ce qu'elle peut venir faire un stage chez vous ?» Alors je dis « mais je sais pas tellement quoi lui faire parce que moi je bosse sur mes projets tout seul, il y a un truc très... comment dire, je suis un peu enfermé sur mon projet, je peux difficilement demander à quelqu'un. Alors, je fais une espèce de cours de temps en temps à quelqu'un. Il faut dire, on y reviendra à ce sujet-là, c'est que vous aimez aussi contrôler ce que vous faites, c'est-à-dire la création, la contrôler de A à Z, presque jusqu'à l'accompagner, jusqu'à l'impression. Idéalement, si je pouvais même dessiner le code barre, je le ferais. Je trouve que toute intrusion dans un livre qu'on dessine d'autre chose que notre trait, c'est un peu désagréable. Mais petit à petit, j'ai lâché certaines choses, notamment les pages du même auteur où il fallait tout écrire à la main. Je dis, OK, maintenant il y en a trop, donc on le fait en police. Mais j'aime bien. Je trouve que c'est un privilège aussi de la bande dessinée par rapport à toutes les autres activités artistiques que j'ai pu pratiquer. C'est qu'on a une espèce de contrôle jusqu'au bout du projet. C'est-à-dire que le projet que vous allez voir en librairie, on l'a fait, on l'a entièrement fait. Il n'y a pas un moment quelqu'un qui est venu et qui a dit on va engager machin pour refaire la couverture, on va engager un graphiste pour refaire ça, ou on va engager un metteur en scène pour refaire ta mise en scène qui est un peu poussive. C'est vraiment le livre fait par l'artiste. Et je trouve que cette espèce à la fois ce contrôle, mais cette sincérité qu'on peut avoir sur un livre, moi elle me plaît particulièrement et elle me manque dans tous les autres projets artistiques. Alors là, je montre des choses. Là, je suis obligé de m'interrompre. J'aurais bien poursuivi sur cet aspect-là, mais on y reviendra. Je montre des choses qui datent d'avant 1993, on va dire, d'avant Titeuf. Parce que je ne vous ai pas présenté, honte à moi, mais évidemment, vous êtes Monsieur Zepp, l'auteur de Titeuf, un jeune garçon qui a fait la joie de nombreux lecteurs et de nombreuses lectrices aussi, évidemment, de millions, on peut dire maintenant, de lecteurs. Puisque les tirages cumulés sont aujourd'hui en 2021. Est-ce que vous le savez? Alors, je crois que Titeuf, c'est 24 millions d'exemplaires. 24 millions, 25 millions d'exemplaires selon votre éditeur. Voilà, ça dépend un petit peu de son humeur. Je pense qu'il ne communique pas sur les mêmes chiffres. Bon, tout cela pour dire, avec cette image de notamment Cradock et de Amanit Bunker, bande dessinée, peut-être que les lecteurs généralement de Titeuf connaissent moins, que vous aviez, avant Titeuf, quand même publié un certain nombre de planches et des albums. Ouais, que pouvez nous 3 ou 4 albums avant, à chaque fois des projets ponctuels chez un éditeur, chaque fois différent. Qui malheureusement faisait généralement faillite après alors c'est pas toujours à cause de moi, mais il faut savoir que la bande dessinée en Suisse, c'est pas du tout, enfin la réalité éditoriale de la Suisse, elle est très différente de celle de la France. C'est qu'on a un pays petit qui en plus compte 4 communautés linguistiques différentes, donc il y a
on est déjà peu, mais en plus, parmi ces peu, on a une petite partie à parler français. Donc un éditeur qui tire un livre, un best-seller en Suisse, c'est 5000 exemplaires. Donc pour de la bande dessinée, autant vous dire que c'est pas tellement viable. Donc souvent c'était des projets, des gens qui aimaient la bande dessinée, qui disaient allez on se lance, on fait de l'édition. Ils se lançaient, ils faisaient 3 bouquins, ils fermaient. Des autres recommençaient, voilà. Donc alors c'était parfois des projets qui étaient plus liés à une actualité ou une problématique. Le premier livre que j'ai fait avec ce personnage s'appelle Victor. Oui. Ça, les pages étaient publiées dans Spirou. Et, avant cela, vous avez été publié dans Femmes d'aujourd'hui aussi. D'abord, ça avait commencé dans Femmes d'aujourd'hui, ouais. J'ai fait ça pendant 1 an, donc ça m'a permis de faire déjà 52 pages. J'avais 1 page par semaine. Puis après, je suis allé avec mes 52 pages à la rédaction de Spirou. Ils ont pris mon personnage. Et vous aviez quel âge à l'époque ? J'avais, je pense que j'ai commencé dans Femmes d'aujourd'hui à 16 ans, et puis je devais avoir 18 ans quand je suis allé chez Spirou. Et puis là, j'ai eu mon premier contrat d'édition chez un éditeur de Lausanne qui s'appelait Kesselring, qui lui a duré assez longtemps en Suisse. Ça a été un éditeur pendant près de 20 ans. Et il a terminé sa carrière d'éditeur 6 mois après mon premier album. Donc j'ai vraiment fait le chant du cygne des éditions Kesselring. Depuis, il y a eu quelques projets d'édition et certains ont bien marché parce qu'ils sont vraiment... ils sont peut-être nichés dans quelque chose qui est vraiment plus spécifique, une bande dessinée plus underground, une bande dessinée plus noire. Et ils ont réussi aussi à faire leur place dans le monde de la bande dessinée, mais c'est assez ardu parce qu'en fait, un éditeur suisse ne peut vivre que s'il va en France. Et c'est assez compliqué quoi, quand même. Donc j'ai fait 3 livres en Suisse, 4, je ne sais plus, 3 je crois. Et après... Par bonheur, j'ai pu venir être édité ici. Et puis le hasard a fait, enfin le hasard, non, enfin c'est pas forcément, c'est pas du hasard. Parmi les livres que vous aviez publiés ou les éditeurs avec qui vous travailliez à l'époque, il y avait les éditions Athos qui publiaient Sauf qui peut, et c'est dans Sauf qui peut en 1992. Que vous commencez avec lequel, enfin, journal avec lequel, qui ressemble plus à un fanzine aujourd'hui, on peut dire, sauf qu'il peut. Vous commencez à collaborer avec lui, avec la rédaction. Vous n'êtes évidemment pas payé. Et c'est quand même dans ce journal que Miracle va apparaître, ce petit personnage. Là, c'est l'une des premières planches, semble-t-il. Je pense que c'est la première planche qui a été dessinée même. C'est là, ouais. Première planche. Et alors évidemment, on parlera de l'évolution et graphique et narrative aussi dans l'univers des histoires de Titeuf et des gags. Mais déjà, il y a tous les ingrédients, on peut dire, dans cette... Et c'est... Alors bon, la genèse, on la connaît, vous l'avez souvent raconté, mais c'est cette histoire-là, semble-t-il, qui déclenche le processus et ensuite qui va déclarer le phénomène éditorial de Titeuf. Oui, alors il se passe quand même quelque temps. Oui, il se passe quand même. Les deux, mais... Il se passe plusieurs années, mais quand même, ça va quand même assez relativement vite. Ça va assez vite. Ça va assez vite. Premier album chez Glénat en 1993. Tirage, alors selon les sources, selon l'éditeur, c'est parfois 8000 ou selon vous, c'est 7000. Ouais. C'est dans ces eaux-là, en tout cas. Je ne sais plus très bien, mais c'est dans ces eaux-là. C'est un petit tirage pour l'époque, on va dire. Pour l'époque, c'est un petit tirage. Aujourd'hui, on serait assez content, même avec un tirage comme ça. Et la progression est ensuite exponentielle. Je veux dire, le tome 5, Titeuf et le derrière des choses, est tiré à 40 000 exemplaires. Lâchez-moi le slip. Le tome 8, c'est toujours très sympa à lire les titres de Titeuf, je dois dire, est tiré à 550 000 exemplaires. Nadia se marie, alors là c'est un grand changement. D'abord, on y reviendra aussi parce que c'est un récit long, une histoire longue. En 2004, cet album, ce livre est tiré à 2 millions d'exemplaires. Là on saute un cap phénoménal, et aujourd'hui, alors avec la dernière aventure, oui, le tome 17 qui est sorti pendant cet été, on en est à peu près à quel chiffrage pour... Je crois qu'on est autour de 400 000. Autour de 400 000, ouais. On est quand même redescendu. Oui, on est redescendu. C'est entre guillemets, le monde de l'édition de 2005 et aujourd'hui a pas mal changé. A pas mal changé, oui.
Mais ça va, je fais encore partie des privilégiés, je suis très heureux. Alors évidemment, quand vous aviez créé Titeuf, avec tous les ingrédients sur lesquels on va bien sûr revenir, vous habitiez à côté d'une cour d'école, etc. Enfin, ça fait partie, je dirais, de la mythologie que vous avez dite et depuis racontée. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai, bien sûr. Il y a même, on a même inauguré il y a 2 ans maintenant une statue de bronze de Titeuf qui est assez magnifique. Dans cette école? Qui est dans le préau de l'école. Ah oui, d'accord. Qui fait le bonheur des enfants qui grimpent dessus tout le temps. Donc sa tête et sa mèche sont dorées, ultra brillantes parce qu'elles sont lustrées tous les jours. Et là... on peut citer le nom de l'école peut-être? C'est l'école Jacques Dalphin à Carouge, à Genève. Et les enfants lui ont confectionné un immense, parce qu'il est quand même assez gros, il a un nez comme ça, ils lui ont confectionné un masque Covid exprès. Est-ce qu'il y a des Donc, auteurs régulièrement, les gens viennent prendre en photo avec son masque Covid dès qu'il y a une actu, nouvelle actu autour de Covid et des nouvelles contraintes dans les écoles. Généralement, le JT ouvre avec l'image de Titeuf qui a son masque. Donc le masque est devenu presque aussi populaire que le personnage. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des auteurs ou des auteurs de bande dessinée qui vont voir la statue comme avec les gisants, par exemple. Il y a une sorte de tradition, toucher la houppe de Titeuf pour porter chance, par exemple. Je ne sais pas, peut-être. Ouais. Bon. Mais donc, quand vous avez créé ce personnage et cet univers, bien sûr, il était en construction en 92-93, mais vous n'imaginiez pas, évidemment, que vous auriez un tel succès, quoi. Parce qu'on n'avait pas connu ce succès, en tout cas dans la bande dessinée francophone, depuis des dizaines d'années, et probablement depuis Astérix en France. Non, bien sûr, non, j'imaginais pas ça une seconde. Disons, j'imaginais déjà pas tellement que quelqu'un allait me publier. Mon espérance, c'était ça. Vous étiez allé voir des éditeurs. J'avais été voir. Alors, j'ai commencé à faire effectivement, Sauf qui peut, c'était un fanzine. C'était un journal, pour revenir juste sur Sauf qui peut. Moi, j'avais participé à l'aventure de Sauf qui peut. Donc, c'est un fanzine qui a été créé à Genève par des passionnés de bande dessinée. Je faisais partie de l'équipe du numéro 0 déjà. Et c'était un fanzine dont la seule ligne éditoriale, et moi, ça me désespérait, ça, c'est qu'il publiait des auteurs suisses. Il fallait être suisse pour être dedans. Donc tout à coup, on avait un super auteur français, belge ou italien qui présentait des choses. Et, ah non, c'est que des Suisses. Et donc, le contenu était, vous pouvez imaginer, complètement hétéroclite. Ça n'avait aucun sens parce qu'il y avait Titeuf, mais il y avait Hans-Rudi Giger, le peintre qui a dessiné Alien, qui s'est lancé à un moment dans la bande dessinée, pas avec beaucoup de bonheur d'ailleurs, mais qui faisait des choses absolument... dans son genre d'univers, c'est-à-dire des espèces de bébés cousus entre eux qui mangeaient des cadavres de vierges, des trucs terribles. Il y avait ça, il y avait des trucs très underground, il y avait des gens qui faisaient de la ligne claire à la RG. Enfin, il y avait vraiment aucune ligne éditoriale, si ce n'est qu'il fallait savoir que tous ces gens étaient suisses. Ce qui me semblait un peu maigre comme argument éditorial. Donc moi, j'étais pas très content avec eux. Et quand Titeuf a commencé à être publié, les premières pages qui s'appelaient pas Titeuf, d'ailleurs, qui s'appelaient Souvenirs de môme, ont commencé à être publiées dans le fanzine. Il y a eu, eux disent beaucoup de réactions. Il faut savoir que je pense qu'on avait 80 lecteurs, donc il y a eu peut-être 60 réactions sur les 80 lecteurs. De gens qui demandaient est-ce qu'il allait avoir un album. Donc eux m'ont dit est-ce qu'on fait un album. Et j'avais déjà fait un album avec eux, qui était l'album de Cradock et Amélie de Bunker. Et je m'étais promis que j'en referais plus avec eux parce que justement, ils faisaient tout ce qu'il fallait pas faire, à mon avis, c'est-à-dire imprimer en Suisse, chez les éditeurs les plus chers qu'on peut trouver au monde et qui n'ont jamais fait de bande dessinée, donc c'était même pas forcément très très bien fait, mais c'était très luxueux avec un gros papier, genre catalogue pour des Rolex. Enfin, les livres étaient inexportables parce qu'ils seraient revenus à, c'était pas encore des euros à l'époque, mais enfin ils seraient revenus à 50 € en France si on l'avait fait. Et ils n'avaient pas du tout, en plus, d'idée de faire connaître leurs auteurs. Ils étaient très contents de faire leur fanzine, d'avoir leur stand à Angoulême et juste de vendre là. Donc, je n'ai pas souhaité rester avec eux. Et donc, j'ai envoyé mes pages de Titeuf. Moi, je me rendais compte qu'il se passait un truc avec ce personnage. Tout à coup, il y avait une espèce de liberté que je ne m'étais pas laissé avoir sur d'autres projets. Parce que, justement, j'avais... pas l'intention de les présenter à quelqu'un. En fait, j'avais eu beaucoup de projets qui étaient refusés au cours de l'année précédente. Et tout ce qu'on me disait sur la bande dessinée, les théories que tenaient les directeurs de collection que je rencontrais,
c'était pas la bande dessinée que je souhaitais faire. En fait, je me disais, mais au fond, peut-être que je suis pas de cette époque, il faut pas que je fasse de la bande dessinée là, et que pour finir, cette bande dessinée des années 90, telle qu'elle est présentée, j'ai entendu des trucs vraiment grandioses, hein, parce que c'est toujours des gens qui savent, et qui me disaient, oh, Philippe, je te le dis, hein, l'humour c'est fini, il faut arrêter l'humour, il n'y en aura plus. Hein. On a bien vu que dans les années 90, c'est peu... Ouais, il y en a qui m'ont dit, le Japon, tu sais, c'est fini, hein, il y a eu un petit phénomène, mais le manga c'est fini, il faut arrêter ça. Oui, surtout en 2021, voilà. Bien sûr c'est fini. Le noir et blanc surtout pas, jamais ça marchera, c'est juste avant l'avènement des romans. On vous a même conseillé de changer la couleur de peau de votre personnage. Oui. Chez Spirou. Oui, ouais. C'est ça. Hein. Ouais, il était trop orange. Donc voilà, on m'a dit toutes sortes de choses, et donc je suis allé présenter, quand j'ai vu que Titeuf, il se passait un truc, et auprès du tout petit groupe de lecteurs de Sauf qui peut, il se passait quelque chose, je me suis dit, il faut quand même que je retente quelque chose. Donc j'ai envoyé mes pages à tous les éditeurs avec qui j'avais travaillé de près ou de loin, c'est-à-dire Spirou, Dargaud, Les Humanos et Flux Glacial. Et tout le monde a refusé Titeuf. Avec des grandes théories chaque fois, enfin parfois simplement non, et ceux qui me connaissaient un peu me faisaient l'amitié de me recevoir pour me dire à quel point c'était nul et que ça marcherait jamais. Donc je suis reparti avec mon truc en me disant bon tant pis, c'est pas grave, je le fais chez moi, puis peut-être que je vais le faire quand même avec les éditeurs de Sauf qui peut. Et voilà, et là-dessus, Jean-Claude Camano, qui était directeur éditorial chez Glénat, qui lui cherchait un peu un nouveau souffle chez Glénat, parce que Glénat à l'époque était une bande dessinée, une maison d'édition qui faisait beaucoup de la bande dessinée historique. Historique à l'époque, c'est l'époque de Vécu. Voilà, ils avaient vraiment fait leur réputation avec ça. Et après, ils avaient lancé le journal Circus, où ils avaient une bande dessinée un peu plus humour adulte, un peu underground, avec des auteurs là très divers comme Pichard, il y avait Yann et Conrad, il y avait vraiment des beaux projets. Moi, je me sentais plus proche de cette équipe-là, mais Circus s'arrêtait à ce moment-là. Donc, c'était pas forcément bien de dire je viens parce que ce que j'aime, c'est surtout ce que vous faites dans le journal Circus. Et donc, Jean-Claude Camano était à la recherche de projets nouveaux. Il cherchait le margerin de la nouvelle décennie, en fait. Il a eu le nez creux, au final, parce que... Il a souvent eu le nez creux, en fait. Il a trouvé beaucoup d'auteurs, Jean-Claude. Il a été vraiment assez incroyable. Comme directeur éditorial. Il a pris sa retraite maintenant, mais c'était vraiment quelqu'un de... Il a longtemps été votre agent, on peut le dire. Il a été mon agent après, par la suite. Ouais. Et lui est tombé sur... il avait un exemplaire, c'était ses bureaux de directeurs éditoriaux, ils avaient des piles de tout ce qui paraissait en fanzine, et ils épluchaient ça à toute vitesse. Alors, fanzine, il y en avait dans les années 80, début 90, il y en avait vraiment... Il y en avait beaucoup plus qu'aujourd'hui, bien sûr. Il y en avait beaucoup, et il n'y avait pas Internet, donc c'était le moyen d'expression privilégié, tout le monde faisait de l'auto-édition. Moi j'ai participé à beaucoup de fanzines aussi, parfois c'était vraiment 3 pages photocopiées agrafées à la sauvette, parfois il y avait des choses luxueuses en couleur très, très bien faites, et donc il avait cette pile et il lit Sauf qui peut, il tombe sur les pages de Titeuf et ça lui plaît, mais évidemment les fanzines à l'époque il n'y avait pas de... il fallait écrire à une boîte postale en Suisse, quoi. On ne pouvait pas contacter les auteurs, et évidemment que s'il écrivait à la boîte postale « Bonjour, j'aimerais voler votre auteur machin », ils n'allaient pas lui répondre. Donc c'était improbable qu'on se rencontre. Et moi, j'avais envoyé à tout le monde mes projets, sauf à Glénat, parce que Glénat était un éditeur qui ne faisait pas du tout ce genre de bande dessinée. Donc je me suis dit, si les autres le refusent, lui, il va le refuser encore plus. Mais par chance, il a eu mon numéro de téléphone par un auteur que j'avais croisé en festival quelques jours plus tôt, qu'il vient le voir pour lui présenter un projet, et il n'a pas pris son projet, mais il a pris son numéro de téléphone. Et donc il m'a appelé, et l'aventure a commencé comme ça. Mais tout le long, toute la période... la période d'avant, vous voulez dire, celle qui précède... toute la période entre le moment où il me signe mon contrat et où l'album sort, c'est-à-dire entre mai 92 et janvier 93. Tout le long, je me dis, il va m'appeler pour me dire j'ai réfléchi et en fait il faut pas le faire parce que c'est noir et blanc, parce que enfin tout ce que les autres éditeurs m'avaient dit. Je me dis tant pis, je m'accroche, je le fais. Oui, je montrais cet album évidemment. On le sait peut-être plus parce que cet album, le premier tome, Dieu, le sexe et les bretelles, a depuis été colorisé par Nob, je crois. Ouais, exactement. Qui était venu aux Visiteurs du Soir là, il y a maintenant 2 ans.
Mais donc je vous ai présenté des planches. Les planches étaient en noir et blanc. Aujourd'hui, évidemment, l'univers de Titeuf est plus imaginable comme il l'a été il y a presque 30 ans. Presque 30 ans. Ouais. 2023, on fêtera les 30 ans de Titeuf, quand même. Bon, bref, mais et tout ça pour dire que la couleur aussi est un élément important. Vous dites que c'est la musique de la série, la petite musique de la série. Ouais, c'était une frustration de le faire en noir. En fait, c'était dessiné en noir et blanc. Dès le début, vous l'auriez imaginé en en fait, quand j'ai été engagé pour l'album, j'avais déjà dessiné une 15aine de pages pour le magazine, pour le fanzine. Et l'éditeur m'a dit c'est très bien en fait en noir et blanc. Eux ils n'avaient pas du tout un public jeunesse, donc ils avaient un public plus adulte. Ils faisaient un peu de bande dessinée humoristique, notamment Tronchet qui dessinait les aventures de Raymond Calbut. Oui. Et Tronchet, ils associaient ça plus à Fluide Glacial en fait. Et Fluide Glacial était en noir et blanc à l'époque, donc ça semblait tout à fait pertinent de continuer comme ça. Alors j'imagine que pour les 30 ans aussi, il y aura peut-être un ouvrage comme celui que vous aviez édité en 2013, donc oui, maintenant, pour ce Titeuf 20 ans. C'est un petit tirage néanmoins, hein. Je crois que c'est un tirage assez limité. Oui, c'était pour confidentiel, le catalogue d'une exposition, en fait. 4000 exemplaires par rapport à... C'est vraiment, on va dire, quasi confidentiel. Je reviens quand même sur cette idée de série, parce que finalement, beaucoup d'auteurs maintenant sont susceptibles de plus justement s'investir dans une série. Je veux dire, une série au long cours, on ne peut pas imaginer s'engager comme ça, engager sa vie, parce que c'est sa vie professionnelle, mais aussi personnelle, qui va dans cette série, qui va dans cette création. Quel effet justement ça vous fait, vous, presque 30 ans de Titeuf, et peut-être encore continuer 10 ans, 20 ans après, 30 ans, allez savoir. En fait, on ne s'engage jamais dans une série. Enfin, on le sait qu'après coup, qu'on a fait une série. Moi, ça fait peut-être 10 ans que je commence à réaliser que j'ai fait une série, en fait. Parce qu'au début, j'ai fait un album, on m'a laissé en faire un deuxième. J'ai tellement cassé les pieds à mon éditeur qu'il a été d'accord que j'en fasse un troisième. Et puis après, le public a commencé à être plus nombreux. Donc, il m'a sollicité pour faire un quatrième. Et puis, ça a continué. Et puis, quand je suis arrivé au 5e tome, je me suis dit, oh là, mais je ne vais pas faire toute ma vie que ça. Donc, j'ai aussi d'autres projets. Et je veux faire d'autres choses. Donc, j'ai commencé à faire d'autres albums en dehors, en parallèle, en fait. C'est le moment des filles électriques, c'est ça? Ouais, les filles électriques, l'enfer des concerts. L'enfer des concerts. Puis voilà, petit à petit, et j'ai trouvé que c'était assez agréable comme manière de travailler, en fait, d'avoir une série et parallèlement à la série, pouvoir faire des one-shots. Et au début, quand j'ai annoncé ça, c'était... on m'a regardé un peu bizarrement, parce qu'on a dit, mais t'as une série qui marche, il ne faut pas la lâcher, il faut la faire. Et... je sais que quand je parle avec des copains qui ont des séries qui commencent à prendre comme ça, et qui disent « Ah bah là, je suis booké », je leur dis « Tiens, on pourrait faire un projet ensemble ». Ils me disent « Non, mais je suis booké jusqu'en 2025 parce que là, j'ai signé, puis il faut que je fasse les 3 tomes qui suivent ». Et moi, je trouve ça terrifiant, en fait. J'ai jamais signé de contrat comme ça, qui m'engage sur des années. Je trouve ça... pour moi, c'est le contraire de... En même temps, avec Titeuf, vous êtes engagé sur des années, sans le vouloir au début. Mais de manière... ça s'est fait comme ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord, je suis tenu à rien. Je le fais parce que j'en ai envie. Et c'est moi qui viens redire à mon éditeur, j'ai un Titeuf, j'ai envie de faire un Titeuf. Il me pose souvent la question, mais il n'y a pas de... il n'y a jamais eu de contrainte par rapport à ça. Et je trouve que c'est important... parce que si on fait quelque chose, raconter l'histoire par contrainte, on l'a tous fait à nos enfants quand c'est la 10e histoire pour s'endormir et qu'on n'en peut plus. On n'est pas très bon généralement. Généralement, ça marche parce qu'on endort, c'est prévu. Mais idéalement, moi, quand je lis un album fait par un auteur qui s'est ennuyé, je le remarque. Je trouve que c'est assez communicatif, l'ennui. Donc il faut que ce soit toujours... bien sûr, c'est reconnaissable. On a envie de le faire. Et pour moi, c'est essentiel de pouvoir justement alterner des projets pour que l'envie soit toujours là, soit intacte. Et alterner les projets au sein même de la série. Et même dans la série, parce que vous alternez et les gags et les aventures longues parfois. Les récits, les histoires longues. Et le magazine Show, c'était aussi ça. C'était tout à coup faire du journal, parce que
pour moi, c'est ma génération. J'ai grandi en lisant des journaux de bande dessinée. La bande dessinée, à la base, la bande dessinée, c'était pas fait pour être dans des livres, c'était fait pour être dans des journaux. Ça a été une espèce de statut de noblesse de la faire passer dans des livres. Mais les premières années, pendant des décennies, même la bande dessinée, elle paraît uniquement dans des magazines. On la lit, on la jette. Et c'est encore comme ça en Corée, par exemple, c'est encore comme ça au Japon. On ne thésaurise pas les livres. Et c'est en Europe que c'est Hergé, en fait, qui lance ça avec Tintin, en faisant des beaux livres de Tintin. Et je crois même que ça vient de Suisse, parce que si je ne me trompe pas, oui, Topfer avait commencé avec des livres. Mais Topfer, il est un petit peu à part, parce qu'il a fait un truc... Alors, je ne vais pas dénigrer, parce que c'est chez moi, et voilà, c'est l'origine de la bande dessinée genevoise, c'est Topfer. Mais Topfer, il a lancé ce qu'il n'appelait pas la bande dessinée, c'était la littérature en estampe. Ça existait uniquement en livre, et il n'y a pas eu de suite. C'est-à-dire Topfer meurt, et derrière, à part des gens qui copient les bouquins de Topfer... Alors la suite, elle se fait peut-être aux États-Unis, oui, mais ça traverse je ne suis pas sûr que les États-Unis aient connaissance de Topfer, à mon avis. Il y a des chercheurs qui cherchent le lien avec... L'affiliation, elle est discutable, mais on a envie de le croire, en tout cas. Mais c'est un peu un phénomène à part. Mais c'est vrai que la bande dessinée telle qu'on l'a connue en Europe, elle vient vraiment de la presse. Et tout à coup, de la faire en livre... C'est génial, mais c'est autre chose. Et d'avoir cette possibilité de tester une bande dessinée dans des journaux, d'essayer des plus petits formats, de regarder si ça marche. Moi, je trouve que... Comme vous l'avez fait avec Cho, par exemple. Comme j'ai fait avec Cho, comme ça a été fait pour Gaston de Franquin, comme ça a été fait pour Astérix. En fait, c'est des personnages qui gagnent un peu leur terrain et leur public. Ils ont un terrain d'essai, en fait. Et c'est vachement agréable, ça. Et aujourd'hui, c'est un peu remplacé par Internet, par les blogs, même les blogs, ça n'existe plus, mais les pages Instagram, les auteurs présentent. Mais là, c'est vraiment très, très fragmentaire. On montre juste un dessin. Des fois, on montre même un extrait de dessin. On montre comment on sait bien faire de l'ancrage pour dessiner un œil ou des cheveux. C'est chouette, mais c'est pas de la bande dessinée, quoi. La bande dessinée, elle doit quand même être lue. Moi, je crois qu'elle ne doit pas être juste regardée. C'est quand même un acte de... on raconte quelque chose, quoi. Donc c'est pas juste du dessin, c'est pas juste de l'illustration. Et puis là, le format actuel tel qu'il nous est proposé sur les réseaux, c'est plus, on montre que notre manière de dessiner. Pour quelqu'un qui est juste un bon raconteur d'histoire, qui a besoin de beaucoup d'espace pour raconter une histoire. Je pense à Émile Bravo, par exemple, qui est un super auteur. Je suis pas sûr que Instagram ce soit d'un grand intérêt pour lui, quoi. Là, je tourne les pages de ce catalogue, donc Titeuf 20 ans, on voit, je zappe aussi une question, je vais y revenir parce que vous avez un peu éludé avec votre réponse que je voulais vous faire dire, mais j'aimerais qu'on parle un peu de l'évolution peut-être graphique on reviendra sur les histoires et les personnages évidemment, mais l'évolution graphique de cet univers de Titeuf qui pour moi est flagrant, on le voit nettement là sur les 20 premières années. Alors, cet univers se forge, j'allais dire, dans les années 95, vers 95-96, il y a déjà une mise en place, le découpage que vous trouvez, l'aération dans le découpage, moins de cas cernés dans des gags, par exemple, pour mettre en évidence des scènes ou des personnages, enfin on voit vraiment la différence entre 95 et 96 sur les personnages notamment, mais aussi les décors. Aujourd'hui, est-ce que cet univers graphique, en tout cas, il est vraiment forgé, cloisonné? Non, moi je trouve pas. Je pense qu'il continue à bouger. J'espère qu'il continuera à bouger encore longtemps. Je pense que, ce que j'observe chez la plupart des dessinateurs qui ont une grande longévité, c'est que le dessin évolue, puis après il y a une espèce de dégression sur la fin parce que en vieillissant, parce que la main, on perd en fait, on perd des capacités physiques en fait comme un sportif, c'est-à-dire que la tête c'est mieux dessiné, mais la main perd des capacités. Et pour ça, je pense que c'est important de varier les genres de dessin. Moi, j'ai besoin de faire de la peinture, j'ai besoin de faire de l'aquarelle, dans mes projets réalistes, je dessine des très grandes pages au crayon, ce qui est un autre geste. Et c'est un petit peu comme si vous faites du ping-pong, au bout d'un moment, vous aurez les poignets foutus. Si on alterne en faisant d'autres sports, je pense qu'on sera mieux.
Tous ceux qui ont rencontré Uderzo à la fin de sa vie, on a vu c'était terrifiant parce qu'il n'arrivait plus à tenir un crayon, donc il devait tenir sa main qui tenait le crayon pour signer. Parce qu'il avait tellement d'arthrose, il a tellement travaillé avec des gestes qui étaient toujours un peu les mêmes, il a détruit sa main. Et alors, je ne suis pas obsédé à l'idée de conserver ma main et de savoir dessiner jusqu'à 100 ans, mais je trouve que c'est quand même cool. Moi, ça m'enlèverait beaucoup de plaisir de ne plus arriver à dessiner ce que j'ai en tête. Donc pour le moment, ça va. Vous êtes un compulsif du dessin ? Je veux dire, oui. Comme d'autres dessinateurs. Ouais, j'ai des carnets, je remplis des carnets, j'ai toujours des carnets avec moi pour dessiner. Mais je peux survivre un jour sans dessin, mais je ne peux pas passer une semaine sans dessiner. Et puis, pour plus répondre à votre question, en fait, ce qui se passe, c'est que la bande dessinée, c'est vraiment un art qui est multiple. C'est-à-dire qu'on doit savoir faire beaucoup de choses différentes. On doit savoir raconter une histoire, inventer beaucoup de choses, des personnages, des histoires, des lieux, des intrigues. On doit savoir écrire des dialogues, on doit savoir dessiner, on doit savoir faire de la mise en scène. Et généralement, c'est un métier qu'on commence tous très jeunes. Parce qu'on aime la bande dessinée, quand on est enfant, il y a un plaisir enfantin à dessiner. Donc on commence à faire de la BD, je ne sais pas, à 10 ans, 12 ans, 15 ans. Évidemment, on sait faire absolument rien de tout ce que je viens de dire. Donc la seule manière de faire croire qu'on sait un peu le faire, parce qu'on sait faire 2-3 trucs un peu mieux que les autres, très souvent, on aime dessiner des personnages. Franchement, moi, j'ai rarement rencontré des des jeunes de 15 ans qui adorent dessiner des décors. C'est rare. Moi-même, j'ai commencé à m'y intéresser à 25 ans. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'en plus, c'est très long, c'est assez fastidieux de faire de la BD. On passe des heures, on passe ses soirées à la maison à dessiner sur son bureau, alors que tous nos copains sont en train de sortir et de faire d'autres choses. C'est encore le cas aujourd'hui pour vous ? Bon, je sors un peu plus, mais disons que là, ce qu'il y a, c'est que j'ai libéré beaucoup de temps parce que je ne vais plus à l'école, mais à l'époque, j'allais à l'école à côté, donc je ne pouvais pas faire de la bande dessinée toute la journée. Et donc, je n'avais pas le temps d'aller apprendre à dessiner. Si par exemple, j'écrivais une histoire qui s'appelait « Intrigue à Notre-Dame », évidemment, je n'allais pas venir faire des repérages à Notre-Dame. Je n'allais même pas prendre des photos de Notre-Dame. J'allais prendre une bande dessinée de quelqu'un d'autre et regarder comment il avait fait son découpage et recopier. C'est pour ça que toutes les bandes dessinées de jeunes auteurs sont truffées d'emprunts qui ont été faits un petit peu partout, puis après on découvre d'autres auteurs qui nous intéressent, donc on pique ailleurs, puis à force de prendre des choses partout, en fait on compose l'ADN de notre dessin. Et il y a un moment où c'est formé, et on se dit, le dessin arrive à une espèce de... peut-être pas une... C'est une forme de maturité qui n'est pas encore... Il est pas calé, mais il ressemble déjà plus aux autres, il ressemble plus qu'aux siens, avec, si on regarde de près, effectivement, il n'y a pas besoin d'être un grand biologiste pour voir qu'on a été chippé des trucs un petit peu partout, mais c'est déjà notre dessin. Et puis après, avec le temps, il va se consolider en continuant à faire cet exercice, en continuant à aller prendre des choses, mais là, peut-être plus les prendre dans les bandes dessinées, parce que c'est un peu... On prend déjà quelque chose qui a été réduit à un trait, mais d'aller dessiner d'après nature. Moi, j'encourage toujours les jeunes dessinateurs à aller dessiner autour de chez eux, à sortir, s'ils font une histoire qui se passe dans le métro, aller dessiner le métro et pas recopier le métro de Tardy, enfin, pas recopier... Moi, pendant des années, j'ai recopié les réverbères de Franquin. C'est chou, mais il y a un moment où il faut sortir pour aller en dessiner un vrai. Enfin, et en fait, cette phase de dessin où on va chercher notre dessin d'après nature, aussi dessiner des gens, dessiner des vraies personnes, c'est là où j'ai appris à aimer je crois que c'est là où j'ai appris à aimer vraiment la bande dessinée. Avant j'aimais la BD, mais j'aimais dessiner des personnages et raconter des histoires. Et dès qu'il fallait dessiner un décor, ça m'emmerdait. Je le faisais, mais c'était une espèce de... C'était la mauvaise partie du travail. Alors que là, j'ai commencé à aimer faire ça, et j'ai même fait des albums qui sont... Voilà, c'est comme mes carnets de voyage. Ça a été assez tardif quand même dans votre bibliographie. Oui, Vous avez mis du temps à les publier. Alors, on en voyait parfois, mais... J'ai commencé à 20 ans à faire des carnets comme ça, un peu avant avec des gens. Je dessinais des gens, j'ai toujours fait du dessin de figure, c'est-à-dire j'allais dans les salles avec des modèles qui posent, dessiner du nu, puis dessiner les gens dans la rue, dans les gares. Et c'est comme ça qu'on constitue son trait. Et une fois que le trait est calé, alors on est un peu coincé dans un trait. Après, il faut tout dessiner avec ce trait. Et puis, on a la possibilité de sortir, de changer d'outil, par exemple. Ce que je fais sur mes projets réalistes, je change d'outil. Donc, quand on change d'outil, on a un autre
le trait est un peu différent, mais il est toujours assez proche. Moi, mon trait... Ça peut influer sur l'univers de Titeuf, tout ça? Les deux s'enrichissent, ouais. Mais j'ai un trait qui est assez minutieux. Si je dessine des Legos par terre, je vais dessiner tous les Legos avec les petites pointes. Enfin, voilà, j'ai un dessin comme ça, assez besogneux, qui, heureusement pour moi, va assez vite. Je dessine assez vite, mais je ne peux pas aller trop vite parce que si tout à coup j'évite de faire un personnage qui rentre dans une basilique avec des vitraux, par exemple, parce que là, mon rythme va pas mal ralentir, parce que je vais passer des heures et des heures à dessiner ces choses-là, que j'adore dessiner, mais j'ai pas cette grâce, par exemple, des dessinateurs au pinceau, comme Blutch ou comme Hugo Pratt, qui évoquent des choses, en fait, qui ont un côté beaucoup plus abstrait. Ils vont évoquer en 2 coups de pinceau un truc, on comprend ce qu'ils ont fait, mais ils ont passé 30 secondes à dessiner Notre-Dame. Moi, je vais passer du temps. Je vais dessiner les petites briques, les traits, et c'est pour ça que ça ne se passe pas... je continue à raconte pas des histoires de bâtisseurs de cathédrales. Alors, j'aimerais savoir aussi, puisque vous parlez de la manière dont vous travaillez, dont vous mettez en place... votre méthode de travail. Est-ce qu'il y a d'ailleurs une méthode de travail et comment est-ce que vous échappez à la presse? J'ai lu pas mal d'interviews de vous. Vous dites que malgré la sortie imminente d'un bouquin, vous échappez un peu à la pression que ça peut induire. Alors ça bravo. Et comment vous faites pour vous mettre dans une bulle pour justement vous mettre à la préparation d'un livre? Alors il y a peut-être plusieurs cas de figure, on va peut-être y revenir. Il y a un livre constitué de gags, c'est peut-être un peu différent. Et puis on parlera peut-être du dernier volume, le tome 17, qui est à mon avis, qui est très réussi et qui fait 60 planches. Vous n'aviez jamais proposé une histoire longue de 60 planches avec Titeuf. Alors c'est 2 cas de figure différentes. Alors je vais relire une chose que vous disiez dans un numéro de DBD il y a quelques années à propos de la technique de travail. Il n'y a pas de truc, aucun rituel, et c'est ce qui est angoissant. Le texte ne vient pas spécialement avant le dessin et vice-versa. Lorsque j'écris, c'est en attaché. Je fais des petits dessins maladroits, je remplis mes carnets. J'ai alors très peu de recul. Avant de commencer un album, la trouille au ventre s'installe. Est-ce que c'est toujours le cas, ça? Alors la trouille, avant l'album ou la trouille se désinstalle un peu avec le temps. On est un peu plus serein, mais est-ce que c'est un garde-fou, le fait de ne pas avoir de rituel, par exemple, de changer, d'alterner? C'est juste que j'ai des carnets qui sont des carnets laboratoires que je remplis de choses. Je remplis de gags, de petits morceaux de dialogue, de projets plus réalistes, de dessins attrapés dans la rue, de toutes sortes de choses. Et c'est des carnets, j'en ai des dizaines, et après je vais rechercher dedans. Et puis quand j'attaque un album, je me dis, ok, maintenant je me mets sur un album Titeuf, donc je commence à noter dans ces carnets ce que j'ai, et puis je compose un peu mon bouquin, je rajoute un peu des gags, je commence à faire des storyboards, c'est que je dessine mes pages sous forme assez proche de ça, en fait. C'est en noir et blanc au trait, avec un dessin plus rapide, plus brouillon. Et en fait, je travaillais vraiment en binôme avec mon éditeur, qui a été Jean-Claude Camano pendant plus de 20 ans. Et je lui envoyais toutes mes pages, par fax avant, après par mail. Et donc, lui recevait, et il a vite compris comment je bossais. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin de tourner autour d'un album. Je ne fais pas un album de la page 1 à la page 2. J'ai besoin de faire 100 pages pour faire un album de 46 pages. Donc, j'ai besoin d'essayer plein de trucs, d'aller dans toutes les directions. Donc, il refuse beaucoup de pages, en fait. J'envoyais des flots. J'avais aussi compris qu'il ne fallait pas lui envoyer 10 pages à la fois. J'en envoyais 2, 3, puis il disait non, il n'y a rien de bien. Celle-là, c'est pas mal. Donc après, je mettais OK, pas OK. Puis j'avais des piles. Et petit à petit, je constitue mon bouquin. Il y a des pages auxquelles je crois, auxquelles lui ne croyait pas. Donc je reviens un peu à la charge, mais il a peut-être oublié celle-là, je la renvoie. Et puis on négociait comme ça l'album. Mais j'étais libéré du poids de choisir mes pages parce que je travaillais avec lui et que lui faisait ce travail pour moi. Et ça s'est fait sur le temps avec lui. Et c'est vrai que quand lui a pris sa retraite, je me suis dit pendant un moment, mais en fait, je ne vais plus faire d'album de Titeuf parce que cette manière de travailler, elle était géniale.
Et je ne vois pas comment je vais la remplacer. Comment vous alliez la remplacer, ouais. Et du coup, j'ai fait La Grande Aventure, parce que pour moi, c'était une manière de faire un album différent, avec une longue histoire, où là, je suis dans mon histoire, je l'écris, je fais plusieurs versions. Alors, j'ai une éditrice. Maintenant, j'ai une nouvelle éditrice avec qui je travaille, avec qui on a fait la nouvelle version du Guide du zizi sexuel. Mais un album de gags sans Jean-Claude, c'est vrai que pour moi, c'est un peu... ce sera, quand je le ferai, ce sera un peu... C'est une expérience, quoi. Parce que pour l'instant, vous n'en avez encore pas travaillé avec... D'accord. Non, je présentais cette planche parce que vous l'aviez cité souvent. Poésie de printemps, c'est dans la... Là aussi, c'est un album qui a été une sorte de marqueur dans la série de Titeuf, le 9e, La Loi du Préau. Belle couverture qui fait référence à Lucky Luke, évidemment. Alors peut-être, je sais pas, l'anecdote, c'était pas évident. Hein, et ça, c'est un gag que vous avez réussi à remettre plusieurs fois à l'éditeur qui était quand même consterné la première fois. Il a quelque chose de consternant, évidemment. Mais moi, il me fait beaucoup rire. Et puis, c'est ce que j'aime, en fait, quand je fais Titeuf. Vraiment, je fais Titeuf. C'est-à-dire que je suis Titeuf en train de dessiner des trucs comme ça. Alors, vous êtes en transe ou comment ça se passe? Ouais, transe. Vous n'avez pas de produits psychotropes? Non, je n'ai pas de produits psychotropes. Je ne m'habille pas comme un petit. Mais par exemple, c'est vrai que mes proches qui viennent me voir, ils me disent « Ah, on sait quand tu bosses sur Titeuf parce que ta posture, elle n'est pas la même. » Parce que je me mets à dessiner un peu comme ça. Puis j'écris des trucs, puis je rigole. Et puis il y a des choses qui me touchent, parce qu'il y a des trucs qui me sont vraiment injustes, et j'écris vraiment comme si j'étais lui. Puis après, tout ça, ça fait ma base de travail, mais j'ai besoin d'être dans le personnage. Je ne vais jamais relire des bouquins en me disant « Tiens, qu'est-ce qui était bien, ça c'était bien, je vais refaire un gag comme ça. » Donc, je suis dedans, et puis c'était aussi hyper précieux d'avoir ce binôme avec Jean-Claude qui me disait « Tu l'as déjà faite, cette histoire. » Parce que moi, quand je le fais, j'oublie, je ne sais plus. Je suis en train de raconter la vie de Titeuf, et je raconte à la première personne. Donc, je suis dedans. Et ça, c'est le genre d'histoire qui évidemment, m'amuse beaucoup et qui consternait un petit peu mon éditeur. Ouais. Bon, alors, je le dis, Poésie de printemps, c'est parce qu'effectivement, le personnage qui est assis sur le banc... Oui, on voit pas très bien à l'écran, il a une couille qui dépasse. Si, on le voit quand même, voilà. On le voit pendant plusieurs cases avec son testicule droit, j'allais dire, qui apparaît. Alors, vous avez fait un clin d'œil, dans la dernière aventure, un clin d'œil à cette planche, j'ai l'impression, quand justement... c'est Manu. Non, comment il s'appelle C'est Manu qui est sur le... Ah oui, c'est ça, qui est sur le mur d'escalade, et puis on voit aussi de la même manière, on lui voit le testicule. Ouais, ce sont des attributs de joie assez drôles à dessiner, en fait. J'imagine. Bon, bref, alors une longue aventure. Revenons sur la dernière aventure, justement, ce volume, le 17 qui est sorti cette année, en 2021, cet été 2021. Je le disais, 60 planches, c'était jamais arrivé dans la bibliographie de Titeuf. Pour Nadia se marie, vous aviez dit que le scénario vous avait demandé à peu près une année d'élaboration. C'est le cas encore pour la grande aventure? Non, c'est plus rapide parce qu'entre-temps j'ai fait... D'ailleurs, Nadia se marie, quand je le relis, je trouve que c'est pas tellement une grande aventure, c'est un peu une suite de gags qui sont collés avec une histoire une même histoire qui donne un prétexte, mais en fait c'est une suite de gags. La grande aventure, c'est plus une aventure avec effectivement une rythmique d'aventure. Depuis, j'ai fait plusieurs bouquins en long récit, donc c'est un format que je connais un peu mieux. Même si je pense que le format du gag, ça reste ma prédilection. Oui, ça reste nécessaire aussi à l'univers de Titeuf. Ça, ce serait... Je pense qu'il y a de nombreux lecteurs, si vous abandonniez le format du gag, le gag en une planche ou en deux planches, en trois éventuellement, mais qui seraient déçus. Vous allez jusqu'à 3. C'est arrivé, je note. Ouais, non, c'est rarissime. C'est arrivé, ouais. Non, en général, c'est une planche, planche à gag. Ouais. Là aussi, ça fait référence à une grande tradition de... Oui, puis qui était vraiment lié à la presse aussi. On faisait des histoires en une page parce que la presse publiait des gags en une page. Ça fait longtemps que ça a disparu. Enfin, il y a encore eu une presse bande dessinée un peu, mais c'est vrai que quand on fait un album en 60 pages, il ne peut plus être prépublié. Donc il faut accepter ça. Puis il n'a qu'un faible tirage, vous l'avez rappelé, 500 000 exemplaires, c'est ça.
Il faut s'en contenter. Voilà, il faut s'en contenter, c'est vrai. Alors là, on le voit en feuilletant l'album d'une manière assez rapide, qu'il y a une sorte de musicologie chromatique. Le vert, évidemment, comme l'action se passe naturellement dans un camp nature, une colo, eh bien, il y a beaucoup de vert, mais pas seulement. Il y a des petits passages qui sont... Alors, depuis quelques années, la couleur de Titov seulement est déléguée à Nob, l'auteur de Dad et de Mamet, qui est un magnifique dessinateur. Et je me sens d'ailleurs un peu coupable parce que je le retarde sur ses projets pour faire du Titov. Et c'est un garçon qui a une grande qualité pour les éditeurs, c'est qu'il ne sait pas dire non, en fait. Donc, il fait ça en plus de tout le reste. Et voilà, franchement, je suis tellement heureux qu'il fasse mes couleurs parce qu'il y a un moment où moi, j'arrivais plus, c'est trop petit, en fait, de faire ces mises en couleur. Autant sur des projets humour comme Happy Sex, où il y a moins de cases, j'aime beaucoup faire la couleur moi-même. Mais dans Titov, je suis content qu'il ait pris le relais. Et je tremble un peu à l'idée qu'il me dise qu'il ne veut plus le faire. Parce qu'il fait tellement de projets lui-même, déjà... je ne sais pas comment il arrive déjà à mener tout ça à bien. Je crois qu'il a un peu laissé... Parce qu'avant, il était coloriste pour plein de copains. Tout le monde lui demandait, c'est un excellent coloriste. Mais vous arrivez à déléguer quand même, c'est bien. Alors ça, j'ai mis du temps, mais j'ai réussi à déléguer, mais aussi parce que c'est lui et qu'il a... Oui, je rappelle souvent, que les coloristes, était le rédacteur en chef de Cho pendant longtemps. Il était rédacteur en chef de Cho, en plus de... Voilà, ça c'est bien la preuve aussi qu'il ne savait pas dire non. Et il comprend un peu le mode de couleur, le mode narratif de la couleur. Souvent, les coloristes, ils ont une manière de faire et ils appliquent leur manière de faire qui est parfois plus esthétique que narrative. Alors que lui, il comprend le principe de Titov, mais on a beaucoup bossé ensemble sur les premiers albums. Et puis, ouais, il me sauve la vie. Là. Alors, venons-en à parler aussi peut-être des personnages, parce que là, l'heure avance, c'est vrai. J'aimerais qu'on vienne à parler du personnage central, de ses caractéristiques, de sa personnalité, et peut-être aussi de ses proches, de ses amis, qui sont souvent au départ, qui ont été des décalques de copains que vous aviez, Manu, Hugo, etc. Et puis de son meilleur ami, j'allais dire, parce que là, en l'occurrence, là, feuillette toujours la dernière aventure, le dernier album sorti cette année 2021. Et c'est on peut dire, parce que je l'ai relu, c'est un éloge à l'amitié, quoi. Oui, parce que c'est un âge où l'amitié est hyper importante. En fait, on n'a pas encore beaucoup de projets dans la vie. On est à l'école, voilà, on fait ce qu'on nous dit. Le monde, il est géré par les adultes. Donc il y a peu de place pour la créativité, pour l'imaginaire enfantin. En fait, il se développe surtout au sein de l'amitié, des groupes de copains. Et on sait à quel point, d'ailleurs, on voit les tragédies qu'il y a autour du mobbing ou des choses qui se passent très violentes parce que tout à coup, un enfant est rejeté de la classe. Enfin, c'est des situations... On n'a que ça, en fait, à cet âge-là. Donc, c'est hyper important. Et pour moi, c'était une manière de me replonger aussi dans ces années où l'amitié, on est amis pour la vie avec des gens qu'on verra plus jamais de notre vie une fois qu'on a terminé l'école, mais on a l'impression vraiment qu'on est frères de sang, quoi. Et on fait des serments, on se promet plein de choses, on cherche même parfois un métier pour pouvoir rester avec ses copains, genre toi tu vas être docteur, puis moi je vais être ambulancier, comme ça on reste ensemble. Enfin, des projets comme ça assez drôles. Et puis on sait qu'après la vie on porte tout ça ailleurs, mais c'est peut-être pour ça. Est-ce que c'est pour cette raison que vous avez vraiment muré aussi l'univers de Titov, c'est-à-dire que les personnages ne vont pas grandir. Enfin, ils n'ont pas grandi depuis 1993. Et en 30 ans, ils ne vont pas grandir. Ils vont rester à cet âge de la préadolescence. Je pense, ouais. Enfin, même si parfois ça m'amuserait de voir le temps d'une planche ou deux planches, ce que donnerait Titov en ado, en adulte, en vieillard, en père de famille, pour histoire qu'ils comprennent. Ça pourrait être assez drôle. Et peut-être que je le ferai un jour. Je ferai peut-être une fois une espèce de Titov multiverse, comme maintenant c'est une nouvelle écriture dans laquelle on peut amener les gens. Parce que c'est vrai que c'est aussi une éducation. On apprend à lire des récits différemment aujourd'hui.
parce qu'il y a d'autres manières de raconter. Donc peut-être qu'on pourra faire d'autres choses. Mais je pense que ce qui a fait aussi la singularité de Titeuf, c'est que j'étais un dessinateur qui racontait l'histoire d'un enfant et qui n'avait pas d'enfant. Et très souvent, en fait, les auteurs de bande dessinée ou de littérature jeunesse, qui font des livres avec des personnages enfantins, ils le font à destination de leurs propres enfants. On a envie, quand on a un enfant, de lui raconter une belle histoire de l'enfance. Et donc ce qui n'était pas votre cas. Pas du tout, j'avais pas d'enfant, et je n'étais pas tellement attiré par l'enfance, en fait. J'avais 25 ans, je ne me projetais pas du tout encore en père de famille, et j'avais mon atelier qui donnait sur une cour d'école. Donc j'avais des enfants sous mes fenêtres, et c'est en les observant que mon enfance m'est revenue. Et en fait, je suis parti de mon enfance pour raconter Titeuf. Et j'ai gardé ce truc-là, c'est-à-dire que même après avoir eu des enfants moi-même, j'ai gardé l'idée de... le mode, le rituel, ça peut être mon rituel, c'est-à-dire que je suis Titeuf pour écrire Titeuf. Mmh. Et je ne suis pas le papa de Titeuf. Et le fait d'avoir des enfants plus tard, dans les années 2000 et quelques, est-ce que ça a influé justement l'univers Je pense que ça m'a aidé pour la cosmétique, c'est-à-dire que tout à coup, il y avait plein d'enfants à la maison, il y avait leurs copains, j'ai appris j'ai vu les nouveaux jouets, les nouvelles manières, mais j'ai jamais eu envie de coller à tout prix à l'actualité de l'enfant, parce que chaque année ça change. Le jeu que tout le monde utilise, alors Titeuf joue un peu aux jeux vidéo, il y a un enjeu autour de la Game Boy dans les premiers albums, mais j'en parle sans en parler, c'est pas Kid Paddle, je raconte pas des histoires autour de jeux vidéo, parce que moi-même je n'y joue pas, ça m'intéresse pas beaucoup, donc c'est vraiment l'enfance au sens large qui m'intéresse, et pas des anecdotes. Parce que là aussi, souvent, des enfants me racontent des anecdotes, me disent « Ah, il m'est arrivé une histoire hyper drôle », et ils me racontent une histoire drôle pour eux, mais qui ne fera pas forcément une histoire de Titeuf. Mais j'aime bien cette connivence, qu'on m'écrive, qu'on m'envoie des trucs, mais j'ai besoin d'être Titeuf. Et quand on les raconte à l'adulte, ça ne marche pas, ça ne prend pas. Et je sais que si je devais raconter, si je m'étais dit « Tiens, je vais faire un album sur l'enfance à partir du moment où j'ai eu des enfants », jamais j'aurais fait ça. Parce que j'aurais raconté quelque chose de plus complaisant sur l'enfance, de plus gentil, avec plus d'espoir. J'aurais eu envie de raconter une belle enfance. Alors que là, par moments, c'est assez dur dans Titeuf. Il y a Titeuf, il lui arrive pas que des choses très joyeuses, même assez peu, en fait. Et il est assez contraint, on va dire. Il est assez contraint, il est peu compris par et ses copains et évidemment le monde des adultes. Et pour moi, c'est une réalité de l'enfance, c'est qu'on s'échappe dans l'imaginaire parce que le quotidien, il est ennuyeux. Moi, j'ai un souvenir de l'enfance où je me suis beaucoup ennuyé, en fait. Et j'aimais la fiction, j'aimais lire des bandes dessinées, j'aimais dessiner, j'aimais inventer des histoires, j'aimais inventer toutes sortes de choses farfelues avec mes copains. J'écrivais les spectacles de l'école. Enfin, j'avais besoin d'être dans quelque chose qui était une relecture de la réalité, mais un peu fantaisiste. Parce que la réalité telle qu'elle était, telle qu'elle m'apparaissait en tout cas à cet âge-là, elle me semblait, dans le meilleur des cas, ennuyeuse, sinon terrorisante. Bon, en même temps, la réalité, elle apparaît très souvent dans... Il y a une forme de réalisme dans des gags que vous présentez, on le sait, hein, enfin, vos lecteurs le savent. Et c'est aussi une des grandes caractéristiques de votre série et puis des gags de Titeuf. C'est-à-dire que vous arrivez à parler... Alors je ne sais pas de quelle manière vous le faites de si belle manière, mais c'est vrai que vous arrivez à créer un gag, par exemple, sur les manifs anti-IVG, sur un personnage qui a la leucémie, je crois que est-ce que c'est juste avant ? Ouais, c'est pas dans cet album. C'est pas dans cet album, non, je l'ai noté, mais enfin bon, bref, vous arrivez quand même à parler de handicap, vous arrivez à parler de sujets qui sont quand même particulièrement difficiles. Alors évidemment, d'amour et de sexualité, mais là, c'est peut-être pour contrecarrer des sujets beaucoup plus difficiles. Oui, ça c'est des sujets assez voilà. Rigolos, plutôt assez joyeux. Oui, bon, c'est récurrent aujourd'hui dans l'univers de Titeuf. Hein. Ouais. Je pense que ça vient aussi de... Quand j'ai commencé, en fait, à mes débuts de dessinateur, avant de faire Titeuf, je finissais les Arts Déco et
j'avais envie de travailler, en fait. J'avais envie de dessiner tout le temps, mais j'avais pas de boulot. Je proposais des dessins de temps en temps. On prenait un dessin par-ci, un dessin par-là, mais j'avais vraiment envie de passer ma vie à dessiner. Et donc, je suis allé proposer mes services dans les maisons de quartier autour de chez moi, en disant, voilà, je suis dessinateur, si vous avez besoin. Et assez vite, j'ai eu ces gens qui m'ont appelé, c'était gratuit, donc c'était cool. Et je suis allé faire, par exemple, le modérateur. C'est le gars qui dessine sur un panneau dans des débats où tout le monde s'engueule. Et vous faites le dessin rigolo. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant, parce que moi, j'avais aucune culture citoyenne. Quand j'ai commencé à faire ça, je pense que j'avais 16 ans, donc je ne sais pas grand-chose, et j'arrivais dans des débats où les gens parlaient d'asile. Alors, il y avait des gens qui travaillaient dans les comités d'accueil pour des requérants d'asile, et face à eux, il y avait des gens d'extrême droite qui étaient il faut fermer nos frontières, ça va être terrible. Et donc, il fallait faire des dessins là-dessus. Et vous avez même fait une bande dessinée avant Titeuf, Léon Coquillard. Oui, Léon Coquillard, c'était un peu sur l'armée, donc un sujet assez brûlant chez nous. Et je me suis aperçu qu'il y avait ce côté génial, c'est que des gens, on a l'impression qu'ils vont s'entretuer. Alors vous êtes plus familier de ça en France, parce qu'ici, dans les débats, les gens ils s'entretuent vraiment. Chez nous, ils sont encore toujours un petit peu polis, mais les gens s'écoutent pas, ils attendent que l'autre ait fini pour lui envoyer leur phrase à la gueule. Et tout à coup, on dit, attendez, juste, le dessinateur nous propose quelque chose, et là, ils se retournent avec des têtes où on se dit, qu'est-ce qu'ils vont me faire ? Et puis, ils se marrent, parce que, enfin, pas toujours, mais souvent, ils se marrent ou ils sourient, et ça désamorce un peu le truc, et hop, on démarre dans un climat un peu plus pacifique. Et j'ai réalisé le pouvoir du dessin humoristique, en fait, en faisant ça. Et je me suis dit, c'est génial, il faut utiliser ça pour dire des choses qu'on ne peut pas dire autrement, en fait. Et après, par extension, je suis allé dans plein d'associations et j'ai proposé mes services. Et j'ai bossé dans des associations de réinsertion, de handicapés, de gens psychiatrisés, des populations que je ne connaissais pas du tout, qui a priori me faisaient un peu peur. Je me disais, qu'est-ce que je vais faire avec ces gens ? Je ne suis pas éducateur, je ne sais pas leur parler. Et puis, je me suis aperçu que je ne savais pas leur parler, effectivement, mais qu'ils aimaient bien aussi le dessin, et ils aimaient bien être dessinés, et ils aimaient bien qu'on rie d'eux. Parce que n'y a pas pire, je pense, dans notre société que la pitié, en fait, quand on regarde des gens avec pitié. Et alors, c'est tout le débat autour de qu'est-ce qu'on peut faire en humour, jusqu'où on peut aller, mais moi, j'ai fait beaucoup de dessins où je riais des handicapés. Et les handicapés riaient aussi. Voilà. Après, il y a une limite. Personne n'a la même mesure. C'est-à-dire que certaines personnes vont rire d'eux-mêmes à un niveau très haut. D'autres, il ne faut pas aller trop loin. Donc, on l'a vu avec Charlie Hebdo et certaines communautés, on peut rire d'eux, mais pas trop, quoi. Donc, ça, c'est la limite à trouver. Après, on peut passer en force. Et puis, mais rassurez-nous, il n'y a pas de limite, par exemple, avec Titeuf. Pour moi, il n'y a jamais aucun. Vous êtes censuré. Non, jamais. Mais non, et même, j'ai pas souvenir que Jean-Claude ait censuré un gag parce qu'il pensait que c'était mal. À part le gag de la. Non, il est quand même passé. Ouais. Vous l'avez quand même passé. Mais non, c'était plus parce qu'il trouvait qu'on comprenait pas, ou parfois justement parce que c'est un peu volontaire. On veut faire une histoire sur un thème et c'est un peu cucu parce qu'on force un peu. Et il faut que ce soit sincère. Il faut qu'on ait l'impression que Titeuf, il est sincère dans son histoire. Mais autrement, ouais, moi, ça m'amuse beaucoup, justement, de mettre Titeuf face à l'absurdité des propos adultes. Des adultes qui racontent des trucs qui sont incohérents, des débats qui sont incompréhensibles pour des enfants, et que les enfants les commentent et les tournent, notamment ce gag sur la manif anti-IVG. Tout ça, ça m'amuse beaucoup. Et l'Actu se charge d'amener tout le temps des sujets comme ça. Ouais. Je vous propose de retrouver vos jeunes années, de vous mettre à table et de nous dessiner quelque chose, tout en continuant à répondre éventuellement à mes questions, si possible. M'éloigne un petit peu. Alors, est-ce qu'on peut partir sur l'idée de représenter un personnage, peut-être? C'est peut-être ce qu'il y a de plus facile pour vous, non? Oui. J'aimerais une scène de bataille avec... Une scène de bataille, d'accord, ok. Avec... vous avez des idées?
Non, alors, il y a un personnage que je trouve vraiment craquant depuis les derniers albums, c'est le personnage de Thérèse, par exemple. Ah, j'adore Thérèse. Je sens en vous quelque chose qui pointe, alors je ne sais pas, il y aura peut-être une histoire plus longue autour d'elle, mais voilà, vous avez beaucoup d'affinité. Oui, j'ai beaucoup de tendresse pour ce personnage. Beaucoup de tendresse, ouais. Qui est débile. Mais dans sa débilité, elle est géniale, quoi. Elle fait des choix, des trucs qu'aucun autre enfant ose faire. Et je trouve que... Elle est un peu le pendant en plus de Manu, version... Exactement. Ouais, il pourrait faire un beau couple. Mais je pense que c'est vrai, pas pensé. Si Titeuf doit avoir une amoureuse un jour, ce qui est quand même un propos récurrent de la série et un souci de beaucoup de jeunes lecteurs, je pense que c'est Thérèse le bon... vous l'avez déjà fini, là? Le bon personnage. Dame Ned. Et vous avez commencé par quoi? Par la houppe? Par l'oreille. En dédicace, je commence par l'oreille. En fait, c'est un peu comme un puzzle comme ça qui se déroule. Mais j'aime bien Thérèse. Elle est cool. Et il y avait même un projet, il y a quelque temps, de faire une série spin-off en dessin animé que sur Thérèse. Que sur Thérèse, oui. Et c'est rarement une bonne idée, ces spin-offs, parce que les personnages, ils fonctionnent bien parce qu'ils sont dans un groupe de personnages. Mais elle, je pense qu'elle aurait pu faire quelque chose, ouais. Dites-nous, est-ce que vous contrôlez aussi toujours tout ce qui concerne les produits dérivés, les licences autour du personnage de Titeuf? Et combien y a-t-il de licences, par exemple? Vous gérez combien de licences par an maintenant? Il n'y en a plus beaucoup. C'est beaucoup. Je suis désolé, je fais un truc parce qu'on m'a dit une bataille, donc je fais une bataille. Il y en a moins parce que c'était vraiment la mode des années 90, c'est le merchandising avec des licences. Donc il y en a un peu moins, mais il y en a quand même pas mal. Et effectivement, heureusement, il y a des équipes chez Glénat qui travaillent là-dessus, mais je dois quand même... être, en tout cas tout regarder, tout voir avec bonheur. Il y a un moment où j'ai arrêté de le faire parce qu'il y avait vraiment trop, et puis là c'était mon agent qui s'en occupait, mais vous avez quand même un œil sur tout ce qui se fait en fait, il y a une période où j'ai perdu le fil parce qu'il y a eu tellement, il y a eu un moment entre, je pense, la fin des années 90 et puis 2005 où il y a eu, je sais pas, je pense des centaines de licences Titeuf. Donc là, j'ai perdu le fil parce que on m'a proposé des trucs débiles. Enfin, il y avait tout. Heureusement, à un moment, j'ai arrêté, je ne pouvais plus parce que avant, je recevais tout. Les gens m'envoyaient des maquettes, des boîtes de jeux, des trucs, puis je devais dire non, expliquer pourquoi je disais non. Ça me prenait un temps fou. Et puis souvent, dessiner beaucoup de choses aussi pour tout, pour ça, pour ces boîtes, pour... Donc vous ne le faites plus aujourd'hui, c'est plus vous? Non, il y a une banque d'images suffisante pour le faire, donc ils prennent dans mes dessins. Mais parfois, je fais un petit peu quand il y a des projets qui m'enthousiasment. Quand il y a des figurines, j'aime toujours bien ça. Moi, je suis un peu un gamin avec les figurines. Donc quand il y a des projets de figurines, je suis un petit peu la fabrication. S'il y a un jeu, je regarde. Mais je me rappelle, par exemple, quand il y avait eu le premier jeu PlayStation Titeuf, ça fait 15 ans, je pense, maintenant. Oui. Ils avaient dû m'envoyer une PlayStation parce que j'en avais pas. Et je savais pas comment ça se branchait. Et j'avais 2 garçons déjà, mais ils étaient encore petits. Et donc on avait péniblement fait les branchements. On avait essayé le jeu. Je pense que j'ai fait que la phase accueil parce que j'ai jamais réussi à comprendre comment on sortait du truc. Et j'ai dit ouais, c'est cool. Et ils m'ont dit mais l'histoire, ça vous plaît, tu vois? Et voilà, j'étais assez mauvais pour ça. Donc c'est bien que des gens aient pris le relais. Puis bon, on m'a proposé des trucs, on m'a proposé des clopes Titeuf, des capotes Titeuf. Cela dit, vous avez illustré des préservatifs, il m'en souvient. Oui, ça c'était un ex-libris. C'est vrai. Mais bon. Un ex-libris, oui, pour les collectionneurs. Mais peut-être sans Titeuf, oui, je me souviens plus. Alors Titeuf, mais bon, ça se prêtait assez bien, parce que c'est vrai qu'il avait une tête, je me souviens. Le préservatif intervient assez régulièrement dans... Bah oui, ça allait, c'était dans les thématiques, mais peut-être pas vraiment pour... c'est un peu étrange comme truc, mais ils avaient prévu des boîtes comme ça, je trouvais ça assez rigolo. Vous étiez lecteur des Schtroumpfs aussi. Oui. Donc là, on m'a envoyé un truc comme ça, c'était des préservatifs. Et je sais plus quelle marque voulait faire ça, Sailor, je crois. Ah oui. Et c'était plutôt rigolo, mais...
Est-ce que je pense que moi, je me rappelle, en fait, quand j'ai commencé Titeuf, le préservatif, ça m'a amusé comme sujet. Il y en a pas mal de questions dans les premiers albums, parce qu'on était dans la période terrible du sida, vraiment de l'avènement du sida. Et il y avait énormément de campagnes pour le port du préservatif. Et à un moment, on avait fait un peu le tour des campagnes, puis il y avait cette pudeur, il fallait montrer, mais pas montrer. Évidemment, on ne pouvait pas montrer un préservatif enfilé sur un sexe dans des affiches dans la rue. Donc, on le mettait sur une banane, on mettait pour les enfants qui regardaient ça, je me dis, mais moi, je me mettais à la place de Titeuf, je disais, mais un préservatif sur une banane pour pas attraper le sida. Enfin, le message, il est quand même vachement compliqué. Donc, je pense qu'on créait pas mal de confusion. Mais je suis pas sûr que ça aurait aidé la campagne. Est-ce que vous seriez capable de dessiner de mémoire, par exemple, le bâtiment de la BNF ? Vue d'avion ou Non, ça par exemple, j'arriverai pas. Non, c'est plus difficile. Merci. Merci. Un autre personnage ? Non, je vais pas vous. Si vous avez un autre défi, je prends. Mais... Non, mais vous êtes quand même. Enfin, vous vivez. Là, on en vient à votre emploi du temps. Vous vivez quand même avec j'allais dire, presque une équipe autour de vous, non ? C'est encore le cas aujourd'hui ou pas ? Ils ne sont pas autour de moi, parce que moi j'habite à Genève, je suis dans mon atelier tout seul, mais il y a une équipe, il y a une équipe autour de vous. L'éditrice, et puis là que sur Titeuf. Il y a uniquement sur Titeuf. Une équipe qui s'occupe des réseaux sociaux, il y a des gens qui s'occupent des produits dérivés. Puis bon, il y a toute une équipe éditoriale, après quand un album sort, pour la presse, pour mettre en place les livres, pour fabriquer... tous ces objets qu'on appelle parce que le livre est un travail d'équipe en soi, bien sûr, mais là ça mobilise beaucoup de monde. Là, avec l'envergure aussi qui a pris le marché des produits dérivés autour de Titeuf, ça est forcément exponentiel. Là, puis ce qui a changé aussi, c'est que avant on sortait un livre. Quand un livre sort, on faisait un petit peu c'est un peu la danse du ventre pendant quelques semaines. Donc il y avait de l'affichage, des choses comme ça. Puis après, on attendait le prochain livre. Maintenant que les livres s'espacent quand même plus, parce que je fais plus un livre par année, donc s'il se passe 3 ans entre un Titeuf et un autre, pendant ces 3 ans, il faut qu'il se passe des choses. Donc les réseaux sociaux ont ça. Donc ça a été tout à coup un outil génial pour la bande dessinée. C'est qu'on peut montrer les coulisses, des choses. Et sur Titeuf, il y a énormément de choses à montrer. Donc on a mis ça en place. On est en train de mettre en place d'autres choses, des émissions aussi autour du personnage avec... On a fait des projets assez marrants avec Donald Renew, qui est le comédien qui fait la voix de Titeuf. Qui fait la voix de Titeuf depuis le début dans la série donc animée. Là, on fait des espèces de fausses émissions, de vraies émissions de radio avec une animatrice, des questions d'enfants, ils répondent. On est en train de mettre en place des choses comme ça. Et puis, il y a aussi le dessin animé, ça a complètement changé. C'est-à-dire qu'avant, du dessin animé, c'était des équipes qui devaient dessiner des séries interminables de personnages. On faisait 24 images secondes, donc un épisode, ça prenait des semaines ou des mois à le faire. Aujourd'hui, il y a des logiciels qui animent presque des personnages à partir de poupées, donc on peut commencer à faire vivre presque un personnage si on a sa voix, ce qui est le cas. On a un comédien qui l'a fait. L'auteur qui peut encore écrire des textes. Donc voilà, après... Mais c'est horrible ce que vous dites. Non, c'est parce que... Alors, il y aura toujours le dessin animé qui sera... on va pas le remplacer. C'est-à-dire que ce dessin animé... Sur le film Titeuf, c'est un vrai dessin animé. J'ai l'impression que c'était un peu... Vous arrivez effectivement à un moment de transition aussi, moment où... On a fait encore un dessin animé avec des animateurs. Avec des grands animateurs de Disney qui ont bossé dessus, qui ont un savoir incroyable. Et ces gens, il faudrait les mettre dans un musée parce qu'ils ils ont un savoir que plus personne a aujourd'hui. C'est ça, il y a eu un artbook sur... Stéphane de Sainte-Foy, qui était le chef anime chez nous, qui avait été l'animateur de Tarzan chez Disney. Il peut vous expliquer pendant 1 heure comment on décompose un mouvement d'un index. C'est pas exactement... Aujourd'hui, les gens qui font de l'animation, où on filme une séquence et on anime par-dessus, c'est pas du tout ça. En fait, le monde de l'animation tel qu'il nous a fait rêver, c'est pas ça. C'est une gestuelle qui est propre à l'animation, qui a été créée par ces génies de Burbank qui bossaient chez Disney et qui s'est transmise un peu comme la peinture des grands maîtres, de génération à génération. Et maintenant, c'est un peu la dernière génération parce que c'est une manière de faire des films qui coûte une fortune. Et donc, il y a des logiciels qui vous font de l'anime. Évidemment, pas exactement pareil, mais
avec des gens assez géniaux pour l'utiliser. Ils vont vous faire presque du Miyazaki avec 3 animateurs qui bossent 1 an. Alors que à Disney, il fallait 1000 personnes pendant plusieurs années. Quoi. Et pour Titeuf, vous étiez quand même... On était 700 personnes. 700, voilà, c'est ça. 780 000 feuilles. Ça, c'est un générique à la Goscinny. Exactement. 6800 crayons. Franchement, pour quand on fait un dessin 200 000 animé, dessins, etc. On a envie de faire ça parce que c'est tellement incroyable, la masse de dessins. Et je me rappelle qu'à la fin du film, les dessins étaient stockés parce que, en plus, c'est un process qui est d'un autre temps. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui dessinent une première étape, des gens dessinent une deuxième étape. Je ne vais pas vous faire tout le truc, c'est un peu fastidieux, mais... Et après, la dernière étape de dessin qui est faite par les dessinateurs qui ont le plus haut grade, elle part être scannée dans un studio qui scanne les 780 000 feuilles. C'est-à-dire pour être sûr qu'il n'y ait aucune disparité, tout est scanné sur la même machine. Et tout est stocké là-bas, et c'était en Belgique. Et donc il y avait une pièce comme ça qui était remplie de dessins. Et à la fin, moi j'ai dit, mais qu'est-ce qu'on fait avec tous ces dessins? Parce qu'il y a des trésors. Il y avait de tout, il y avait des choses plus ou moins bien, mais il y avait quand même ces dessins des grands animateurs. Ils ont dit, on va stocker. Mais en gros, on va stocker, puis on va jeter. Parce qu'on ne va pas garder tout ça. Comme, ça peut être vendu parfois. Mais... Alors après, voilà. Et moi je dis, non, mais il faut en sauver, il faut aller en chercher. Et je suis passé là-bas, j'en ai pris une pochette comme ça. Elle me dit, non, vous ne pouvez pas les prendre parce qu'ils doivent encore être validés, on doit faire la fiche de sortie. J'ai dit, d'accord, je les ai reposés. Puis quand tu ne regardais pas, j'ai quand même pris une fiche. Je suis parti et j'ai sauvé une enveloppe avec une centaine de dessins. Mais les 779 900 autres, je pense qu'ils ont été brûlés, quoi. Et c'est terrible parce que c'est un métier qui est fou de faire du dessin animé. C'est un projet qui est... Alors c'est un projet qui vous a pris 2 ans, 2009 à 2011, et la sortie du film 2011. Alors c'est un peu spécifique, vous avez écrit le scénario du film, c'est vous qui l'avez réalisé. J'ai très peu dessiné en fait. Oui, mais vous étiez investi de bout en bout pendant 2 ans. J'étais investi de bout en bout, mais et c'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'album de Titeuf pendant cette période-là aussi, il faut le dire. Mais... Et en fait, j'étais assez... alors c'était à la fois génial de vivre ça, et d'avoir la chance de faire un film animé, aujourd'hui, mais j'étais un peu malheureux parce que c'est une période où j'ai peu dessiné et j'ai passé mon temps à être une espèce de prof de dessin. Et je ne crois pas que je sois un très bon prof de dessin parce que déjà, moi, dès que quelqu'un dessine, ça me fait plaisir. Donc j'ai tendance à être émerveillé facilement par des gens qui dessinent. Des gens qui dessinent mon personnage, je trouve super. Puis après, je corrigeais, mais on me disait, voilà, c'est quoi là? Il faut une charte très précise. Par exemple, vous voyez ce qu'on disait sur les décors. Quand vous faites un dessin animé, il y a une charte très précise. Les décors, ils sont comme ça, comme ça, comme ça. C'est vraiment la charte des non-droits de l'homme. Ça, tu as le droit de faire. Ça, t'es viré. Et en fait, moi, je disais, ça, c'est bien, mais si on fait aussi comme ça, c'est bien. Pourquoi pas? Puis après, je voyais un truc qu'un animateur faisait, je disais, mais ça, c'est chouette aussi, on pourrait garder ça. Puis je voyais le chef de studio qui devenait tout vert, puis il me disait, il ne faut pas dire ça, on lui dit qu'il ne faut pas faire ça. Donc voilà, je trouve que c'est un côté, c'est un process industriel tout à coup. Donc à un moment, la machine est lancée, et quand vous fabriquez des vis, il ne faut pas dire, mais en fait, si elles sont hexagonales, c'est cool aussi, quoi. Vous recommenceriez ça ou pas? Non, je crois pas, non. Je réécrirais, je pense, volontiers un scénario, j'ai aimé ça. Mais réaliser, non. C'est vraiment un métier de chef de dessin. Voilà. Là, on y voit tous les personnages qui sont... Chaque personnage, après, il est modélisé. Ouais, chaque personnage, il a un model sheet d'environ 60 images qui lui est consacré encore. C'est-à-dire, il est sous tous les angles et il a tout le labial. C'est-à-dire, on dessine toutes les syllabes pour sa bouche. Et les animateurs reçoivent le texte écrit et ils savent comme ça exactement les mouvements de bouche qu'il doit avoir. On a ici, on voit on en a quelques-uns, Il fait et de la même façon, est-ce que vous êtes aussi investi aujourd'hui à la fin de la série animée, par exemple, au départ c'était France Animation, après c'était une autre société, mais je veux dire, est-ce que vous êtes toujours aussi investi aujourd'hui? Sur la dernière saison, j'étais bien investi parce que justement elle était faite par une nouvelle équipe en France, enfin beaucoup en France. Donc j'avais choisi le réal, on avait travaillé assez conjointement, j'ai écrit beaucoup d'épisodes. Puis après, voilà, c'est quand même un process. J'ai pas du tout fait ce que j'ai fait là, c'est-à-dire que j'étais pas là à corriger les prises chaque jour. J'ai vu la série après une fois terminée. Mais c'est vraiment, en fait, on avait 17 studios répartis dans le monde qui travaillaient sur le film Titeuf. Et donc tous les jours, on avait 17 rendez-vous Skype. Dans le pays du monde. Ouais. Il y avait un studio en France.
Mais c'était un seul. Les 16 autres étaient un peu partout. Il y en avait en Écosse, au Canada, en Angleterre, en Corée, en Amérique latine, en Belgique, en Allemagne, Portugal. Et donc on avait tous ces studios et c'était le rituel. On faisait des Skype de 20 minutes avec chaque studio. Donc déjà ça occupait une grande partie de la journée. Et donc ils passaient les petits rushs qu'ils avaient fait dans la journée. C'était des fois 3 secondes. Et il fallait commenter, dire ça va pas, l'œil plus comme ça. Et en fait, c'est un boulot de flic qu'on fait sur du dessin. Moi, j'ai pas trouvé très intéressant. Si on a vraiment une idée industrielle de son dessin et qu'on a envie de créer, de fonder une équipe comme l'a fait Disney, qui après a travaillé des années, c'est intéressant. Mais là, je trouvais que c'était pour finir, on fait recommencer des tas de fois des dessins à des gens qui dessineront plus jamais vos personnages. Donc c'est un peu, voilà, on avait un stempel approved comme ça. Bah, comme ça passait la rampe. Là, par exemple, on a cette scène de cauchemar qui est très inspirée pour moi, était un hommage à Fantasia, pas à Fantasia, à Dumbo, quand Dumbo est saoul et qui se met à voir des choses hallucinantes. Cette scène de bulles qui éclatent, noire, et Titeuf part dans une spirale. Les animateurs qui ont fait cette scène qui dure quelques secondes, sans le personnage, juste les bulles, ça a duré 1 an et demi. Donc c'est insensé, en fait, c'est aujourd'hui de faire des projets comme ça, c'est un peu... Mais vous en êtes quand même très satisfait. Je veux dire, ça a apporté quand même un plus à... Ah, moi je suis hyper content. Et puis c'est votre première expérience de réalisation aussi. Ouais, puis je suis assez content, parce que je trouve que le film raconte quand même une histoire... c'est une histoire assez originale, qui se tient, qui a des moments sensibles, qui reste fidèle au Titeuf, c'est pas que... C'est ça, un sujet du quotidien, c'est réaliste, une famille qui se sépare, les parents de... C'est ça le point de départ de l'histoire, on va dire. Ça reste vraiment ancré dans l'univers de... Non, c'est des beaux souvenirs. Est-ce que l'adaptation en dessin animé a apporté aussi une autre envergure à Titeuf, au personnage, à la série? Est-ce que depuis, par exemple, la série est plus traduite à l'étranger? Je sais qu'à une époque, elle marchait relativement bien en Allemagne. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce qu'il y a d'autres pays qui ont craqué sur Titeuf? Est-ce qu'il y a une Titeuf mania, quoi? Il y a une Titeuf mania un peu en Allemagne, puis dans d'autres pays, Titeuf est connu, mais la bande dessinée n'a pas du tout l'audience qu'elle a chez nous. Donc Titeuf est connu dans pas mal de pays européens, mais il est connu à la mesure de ce qu'est la bande dessinée dans ces pays. Quand vous allez à un festival de bande dessinée à l'étranger, alors peut-être pas dans les pays nordiques où ils ont plus une culture bande dessinée, mais au Portugal par exemple, c'est des très beaux festivals qui sont faits par un groupe de passionnés, et on a l'impression qu'en fait, tous les lecteurs de bande dessinée sont au festival. Donc il y a une ambiance géniale, mais le truc s'arrête et on a l'impression que la bande dessinée disparaît. Vous vous baladez dans la rue, il n'y a pas de bande dessinée, il n'y a pas de magasin de bande dessinée, il n'y a pas de... C'est une culture plus underground qu'ici, quoi. Et vous trouvez qu'on en fait trop Ah non, francophonie? J'adore ça. J'aimerais que ce soit comme ça partout. C'est génial que la bande dessinée soit aussi populaire, mais elle est devenue... Pourquoi c'est devenu aussi historiquement? Parce que les choses ont beaucoup démarré ici, quoi. Alors ça, je sors le dernier numéro numéro 3 du Titeuf Magazine, où il y a un petit reportage de 3 pages sur votre atelier. Vous dessinez souvent dans cet atelier depuis maintenant un certain nombre d'années. Ça fait 12 ans. Ça fait 12 ans. Et vous avez toujours dessiné sous les toits, quasiment. Puisque c'était plus petit. C'était plus petit. Maintenant, c'est quand même un grand espace, on dirait. On y voit vos guitares, on y voit tous les objets qui sont... Alors, comme c'est grand, j'ai récupéré des trucs des éléments d'expo tout à coup. Quoi. Des fois, c'est compliqué, parce que quand vous êtes dans un festival à l'autre bout de la France, puis on dit « Tu veux ramener ça en train ?» Je suis pas sûr. J'imagine que ça, c'est effectivement l'objet pèse à votre effigie. C'était au festival d'Amiens. Par chance, ils me l'ont amené. 82 mètres, c'est ça? Oui, il fait 2 mètres en tout cas. Ouais. Évidemment, on a quand même fait très fort, parce qu'on n'a absolument pas parlé quand même de ce livre qui est un livre phénomène, qui est un hors-série c'est un hors-série sur l'univers de Titeuf, mais qui a été quand même
un succès aussi, au-delà du succès éditorial, quelque chose va d'aimer comme sur la sexualité auprès des enfants de l'âge de Titeuf, parce qu'on n'a aussi pas dit l'âge de Titeuf, mais raisonnablement on peut penser qu'il a 9 ou 10 ans, ça bouge pas. Il est en tout cas préadolescent. Il est préadolescent, hein, c'est ça. Et que ce guide, qui a été composé avec des textes d'Hélène Breuler, répond, on va dire, de manière assez, il a fait une assez belle, franche, une belle carrière éditoriale. Oui, l'idée c'était ça, c'était de répondre aussi avec un français compréhensible, pas éluder les questions. Donc on est allé chercher, Hélène a fait ce travail de collecter des questions auprès des personnes qui font l'éducation sexuelle dans les classes, donc qui ont remonté énormément de questions qui reviennent. Et puis elle a répondu à ces questions, et moi j'ai illustré tout ça, et puis après on a ajouté de la bande dessinée, et l'idée c'était de faire effectivement un guide marrant autour de l'amour et la sexualité, autour d'autres questions qui sont, moi je trouve souvent très anxiogènes quand on est enfant. C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop ce qui va nous arriver, on ne comprend pas, on trouve ça un peu dégueulasse. L'idée du corps qui se transforme, quand on l'explique en tant qu'adulte c'est rigolo, mais quand on l'imagine en tant qu'enfant c'est terrifiant. Effectivement, quand on voit des ados, c'est pas forcément on se dit c'est obligé, on est obligé d'aller là. Voilà, il y a beaucoup de choses qui, je trouve, qui ont besoin d'être. Et Titeuf sera comme ça un jour ou l'autre ou pas? Il aurait pu être comme ça. Il peut être pour le moment, il y échappe. échappe, mais s'il décide de grandir, évidemment, ça va lui arriver. Et c'est une des questions qui m'avait touché, moi, dans le guide, c'était le genre de questions qu'on ne met pas dans les guides, parce que les guides, jusque-là, ils répondaient objectivement à des questions préparées par des adultes à destination des enfants, tandis que là, on avait vraiment pris les questions qu'on met dans la boîte, quoi. Et c'était, est-ce qu'on est obligé de faire l'amour? Et je trouve que c'est une question assez importante quand on est enfant, parce que déjà si on dit non, tu n'es pas obligé, en fait, c'est que si tu as envie. L'attention elle baisse énormément, parce qu'on voit tout ce truc, puis on se dit oh là là, mon Dieu. Moi je me rappelle quand j'étais enfant, qu'on nous montrait, nous on avait des photos avec des gars barbus, et c'était les années 70, qui étaient tout nus, et puis après il y avait une photo, le monsieur était couché sur la dame, comme ça, je me dis mais qu'est-ce qui se passe? On va vraiment devoir faire ça? On était tous blêmes, horrifiés dans la classe. Il y en avait qui ricanaient un petit peu, et ça crée une gêne. Mais si on nous avait dit simplement à ce moment, mais c'est que si vous avez envie, si vous n'avez pas envie, vous ne faites pas. On dit bon non, on ne fera pas, alors c'est bon. Et, ça aurait été hyper soulageant. Donc voilà, c'était aussi ça, c'était l'idée de faire un guide simple, et puis 20 ans après, là, on a refait une édition cette année, une nouvelle édition, parce que voilà, c'est un livre qui continue à exister, à être lu par les enfants. À être utilisé aussi par des pédagogues. Puis de plus en plus, on recevait des courriers de gens qui disaient oui, mais vous ne parlez pas de ça, mais vous ne parlez pas des genres, vous ne parlez pas... On dit, effectivement, il faut qu'on refasse une édition avec des nouveaux sujets, mettre plus en avant le consentement. C'est vrai que c'est un livre aussi qui était Titeuf, plus que Titeuf et Nadia, donc il y avait plus de questions de garçons que des questions de filles. Donc voilà, on a eu envie de le mettre à jour, de parler plus de... j'ai appris à dessiner un clitoris, donc maintenant j'ai même le clitoris que j'ai dessiné qui a été modélisé, j'ai vu à l'université à Genève pour les étudiants. Enfin, c'était vraiment cool de refaire cette édition, parce qu'on l'a fait. Alors là, pour le coup, on a travaillé avec des groupes de spécialistes, mais qui sont des gens que je connais bien à Genève, qui sont des gens super cool, mais qui bossent vraiment avec sur ces idées d'éducation sexuelle, évidemment beaucoup plus progressistes qu'à l'époque où on a fait la première édition. Et on a collecté sur Internet aussi beaucoup de questions. Alors, je pense beaucoup de questions de parents qui nous disaient « Mon fils se pose la question de... » Ce qui n'était pas un peu l'idée, justement, on voulait vraiment les questions d'enfants, donc on a sélectionné. Et puis, de la même manière, on a répondu... Enfin, Hélène a écrit tous ces textes pour répondre à ces questions. Et là aussi, vous vous êtes transformé, vous êtes transformé en Titeuf pour dessiner des gars qui... Ah ouais, parce que moi, ça me fait rigoler. Enfin, ça me fait rigoler, et en même temps, je me rappelle très bien de cette période où je rigolais pour pas me décomposer de honte en voyant certaines choses. C'est-à-dire que quand on me parlait de ça, j'étais très très gêné. J'avais pas du tout envie. Jamais j'aurais eu envie de parler de ça avec mes parents, par exemple. Et je pense que c'est aussi ce qui était important, c'est que le guide
est devenu un guide que les enfants achetaient ou se faisaient offrir parce que c'était un album de Titeuf. Et parce que c'était un album de Titeuf, ça permettait de l'avoir dans sa chambre. Mais j'ai eu un nombre de témoignages fous de gens qui m'ont dit « Ce livre, il a été dans ma chambre, c'était mon livre de chevet pendant 2 ans. » Un livre de chevet, 2 ans, ça n'existe pas, en fait. Il le gardait parce qu'il y a des choses qui vous intéressent à un moment et pas à d'autres. Et effectivement, les plus jeunes, je pense que les préservatifs, ça les intéresse peut-être encore que c'est rigolo, je pense que si, ça les intéresse. Mais il y a des choses qui les touchent moins, la contraception. Et puis après, c'est quelque chose qui devient plus important. Donc, c'est un livre qui a accompagné beaucoup d'enfants. Et c'est vrai que j'ai énormément de témoignages aujourd'hui de jeunes adultes qui sont très touchants sur le guide, parce que c'est l'album de Titeuf qui les a le plus accompagnés. Vos enfants l'ont lu ? Je pense, en tout cas je leur ai donné, mais je ne suis jamais venu leur demander s'ils l'avaient lu, mais je pense, oui. Au Brésil, il a été traduit aussi, semble-t-il. Oui. On a même, j'aurais dû vous amener, j'ai un petit film de Bolsonaro qui fait comme ça, avec la page, en s'énervant, ce qu'il avait fait au JT, aux 20h avant les élections. Pour si vous ne connaissez pas l'histoire, je vous la raconte. C'est que Bolsonaro, avant d'être président, était parti en croisade contre plusieurs choses, et notamment les biberons avec des tétines en forme de pénis qu'on distribuait dans les crèches, ce qui est absolument faux, qui n'est jamais arrivé. Et c'était un faux objet qui avait été réalisé par les mecs de sa campagne, et contre le guide du vice sexuel, qui aurait été distribué dans toutes les écoles par le Parti socialiste. Ce qui est faux, en tout cas, s'ils l'ont fait, ils ne les ont pas achetés, parce que je peux vous dire que ça ne correspond pas du tout au chiffre de vente brésilien. Et le livre au Brésil, il a eu une petite audience, mais enfin, ce n'était pas non plus à l'échelle du Brésil. Je crois qu'on avait vendu 10 000 exemplaires du guide du vice sexuel, donc ça restait un produit assez... Avant l'intervention de... Bolsonaro a fait beaucoup pour la promotion du guide. J'imagine. La nouvelle édition a été bien vendue. Et puis moi, un copain m'a envoyé une fois une vidéo, je voyais ce monsieur, moi je ne parle pas portugais, qui s'énervait, qui avait l'air d'être très fâché contre le guide, qui montrait, qui s'énervait. Je dis bon, et je vois qu'il a 8 millions de followers sur sa page. Je me dis, c'est pas non plus n'importe qui. Et après, Angoulême, je crois l'année d'après, ou 2 ans après, il y avait une rencontre à Angoulême, comme ça, il y a 2 journalistes qui étaient venus du Brésil pour me rencontrer, pour parler de ça. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Puis après, des amis du Brésil m'ont dit, mais tu sais, ce gars, il est furieux, viens pas, parce qu'il est furieux contre le guide, il fait des posts là-dessus. Et quand il y a eu la campagne présidentielle, il est venu aux 20h, il n'y avait pas eu de débat présidentiel, parce qu'il avait refusé, donc il était seul invité aux 20h. Il commence à parler, et il sort le guide, et moi je vois ça, mais médusé, quoi. Parce que le lendemain, c'est passé sur, évidemment, chez nous, beaucoup, parce que ça faisait marrer les gens ici, et il sort le guide, et il le brandit comme ça, en rouspétant, en disant, voilà comment on fabrique des homosexuels. Voilà comment on fabrique, vraiment comment on détruit notre nation en fabriquant des homosexuels. Le Parti socialiste mais il a presque utilisé le mot, je crois, à parachuter des livres sur les villes. Voilà. Donc on lui a envoyé la nouvelle édition avec une... Ah oui, j'imagine. Oui, je l'ai remercié de ça. Évidemment. Évidemment, c'est une sorte de... quelque part, c'est votre community manager au Brésil. Oui, il est d'une efficacité redoutable. Pardon pour... Mais pour Titeuf, vous n'avez plus de problème maintenant avec, par exemple, les bibliothèques, certaines associations qui ont pu à un moment donné intervenir en disant pas normal, ou des sites de vente ou autres qui vendaient Pas à la BNF en tout cas, puisque... Je ne pense pas à la BNF. Non, je crois plus en France, plus en Suisse. Plus en Belgique, mais il y a encore des endroits. Je sais qu'au Canada, il y a encore un groupe militant qui veut faire interdire Titeuf, mais c'est devenu institutionnel, donc voilà. Mais je sais qu'il y a eu des... Ensuite, il y avait un village, une espèce de village retranché comme ça, qui appartient dans lequel il y a un monastère catholique ultra traditionnaliste. Puis eux, ils ont fait interdire le guide du vice sexuel à la bibliothèque et dans la librairie du village. Voilà. C'était un petit phénomène vraiment marquant. Merci à tous les deux. On va donc rendre l'antenne puisqu'on ne peut pas diffuser le cadeau que nous vous réservons. Donc voilà, donc on va couper la retransmission et on va vous offrir un petit cadeau. Enfin, Zeb vous offre un petit cadeau de Noël.
Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.